savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Florence Lamoureux. Salut Florence. Salut. On va débuter avec le gouvernement Legault hier qui est sorti, qui réclame un système de quotas pour mieux répartir les demandeurs d'asile à travers le pays, doublé d'un permis de travail limité. Tout ça dans le but de décourager les personnes qui sont prises en charge ailleurs de venir s'installer au Québec. On le sait, ça fait très longtemps que ce dossier-là est sur la table. Ça fait d'ailleurs la une du Journal de Montréal ce matin. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, a fait cette proposition-là dans une lettre qui est adressée à son homologue fédéral Mark Miller hier, en vue d'une rencontre du comité sur la répartition des demandeurs d'asile qui doit avoir lieu, si tout va comme prévu, aujourd'hui 15 août. Puis en entrevue avec notre bureau d'enquête, la ministre Fréchette explique que la mesure servirait à convaincre les personnes visées de s'installer là où les ressources sont disponibles. Elle veut que ce soit sur une base volontaire, mais en même temps, elle veut que ce soit des incitatifs forts pour essayer, évidemment, qu'on ait moins de gens qui viennent s'installer ici, parce qu'on le sait depuis quelques années, c'est vraiment le Québec et l'Ontario qui accueillent la majorité des demandeurs d'asile dans la province, ce qui crée un point important sur les services publics, l'offre de logement. On en a assurément parlé dans la dernière année, surtout au printemps. Pour l'instant, le Québec avait obtenu dans les derniers mois 750 millions d'Ottawa pour compenser les frais liés à l'accueil de ces personnes-là. Mais là, le gouvernement Legault s'attend aujourd'hui à recevoir une proposition du fédéral pour mieux répartir les futurs arrivées à travers le pays. Ils ont soumis un plan, d'ailleurs, le gouvernement du Québec avec la ministre Christine Fréchette. Un plan qui, comme je l'ai dit, va venir mettre en place des quotas. C'est ce qu'on propose en fonction du poids démographique. Mais écoute, toi, comment tu vois ça, Alexandre? Est-ce que tu penses que ça va être accepté? Parce que là, on soumet un plan. Un plan en lien avec les quotas puis tout ça, mais faut toujours que ça soit accepté, évidemment. Oui, puis il y aurait matière quand même à ce que ça passe devant les tribunaux en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Là, il y a un flou. Là. Tout dépend, en fait, parce qu'on garde quand même un aspect de volontariat là-dedans. Tu sais, c'est pas de forcer directement les demandeurs d'asile à aller s'établir à un endroit ou à un autre. C'est juste qu'ils ont des incitatifs directs à aller quelque part, là. Tu mets un quota, puis à cause de ce quota-là, tu mets un nombre de permis de travail, puis tu dis, regardez, dans cette province-là, il y a plus de permis de travail, on va vous accompagner, on va vous trouver un logement. Si vous voulez aller ailleurs, vous pouvez, mais vous allez devoir vous débrouiller pour tout ce qui est du reste, le permis de travail, logement et autres. C'est un peu ça là, qu'on dit. Oui, c'est sûr que c'est forcer la main un peu de certaines personnes qui pourraient arriver, mais en même temps, ça force pas directement. C'est juste un incitatif très fort pour être capable de faire déplacer les gens. Puis entre toi et moi, Florence, ça va prendre un incitatif fort. Là. Si tu commences à mettre des mesures en place puis que c'est des mesures que personne suit, dont tout le monde se fout, puis sont pas vraiment incitatives. Là. Genre, c'est un incitatif, mais tu sais, soft. Là. Je vais le dire comme ça. Là. C'est tranquille, c'est doux. Mais personne ne va le faire. Fait que t'es mieux de faire quand même une mesure musclée, mais qui passe quand même, qui demeure sur une base relativement volontaire. Je pense que le fondement de l'idée en tant que tel, il est intéressant. Reste à voir c'est quoi l'applicabilité, reste à voir ce que les autres provinces en pensent, parce qu'entre-temps, on a reçu 750 millions sur le 1 milliard qu'on devait recevoir pour tout ce qui a été dépenses par le passé, encouru par le Québec là, pour l'afflux de demandeurs d'asile qui est trop grand. Ben, c'est pas grand-chose, c'est quand même le 3/4. C'est plus que ce à quoi on est habitué là, de la part du gouvernement fédéral. Par contre, c'est quand même pas 100% de la facture. C'est quand même Ottawa qui est responsable des frontières et des demandeurs d'asile. Il aurait dû donner 100%. Bon, il donne 75%. C'est bon. OK, on va se débrouiller avec ça. Mais si une fois que ça s'est fait, là, il continue à en arriver des demandeurs d'asile. Il va en avoir d'autres, des coûts qui vont être liés à ça. Ça va juste aller en augmentant. Il y a de plus en plus de monde, puis nous autres, on ne peut pas augmenter notre capacité à l'infini. Fait qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, il va falloir qu'il y ait d'autres paiements. Mais ils ne viendront pas direct. Là, on essaye de gérer le problème. Là. C'est pas juste de nous faire envoyer des chèques à 75% à chaque fois. On veut que le phénomène s'amenuise puis se déplace ailleurs dans les autres provinces. Pour l'instant, c'est presque juste le Québec puis l'Ontario qui reçoivent des demandeurs d'asile comme ça. Faut que ce soit mieux réparti. Puis en ça, le gouvernement du Québec a raison. Maintenant, est-ce que ça va être accepté? C'est une autre question. Les autres provinces ont beau dire « Oui, le Canada, nous sommes un pays accueillant ». Mais est-ce qu'ils vont vraiment vouloir, eux, recevoir beaucoup de demandeurs d'asile? Je suis pas sûr. Ça va être un bon test. Ça va être un bon test. Parce qu'eux sont contents quand ils voient que c'est l'Ontario puis le Québec qui en reçoivent le plus, là, de voir des mesures qui seraient mises en place. On va voir les réactions.
On va voir les réactions. Comme tu dis, c'est important de regarder comment vont réagir les différents gouvernements. Puis s'ils sont tant que ça préoccupés là, par la belle solidarité canadienne, puis notre grand accueil, puis le Québec Québec et Ontario, là, c'est des chialeux qui les accueillent, sont capables. Mais on va voir. Hein? Parce que pour l'instant, c'est bien beau là, être vraiment ouvert avec tout ça, mais c'est parce que c'est pas eux qui les reçoivent, c'est pas eux qui ont le besoin. Puis, je veux juste le rappeler, là. C'est pas le fait de recevoir un demandeur d'asile, c'est pas le fait de recevoir de l'immigration qui est mal en soi. C'est des individus au-delà des chiffres, c'est des gens, des familles qu'on accueille. On veut les accueillir, on est accueillant au Québec. Bienvenue chez nous, c'est le fun. Mais trop, ça fait en sorte qu'on les accueille mal, ceux qu'on les accueille. C'est ça le problème. Fait qu'après ça, il faut mieux répartir. C'est un enjeu qui est important de discuter, puis de discuter au-delà de la loupe du racisme, puis de la xénophobie, puis ci, puis ça. Il n'est pas question de ça ici. Il est question juste de répartition équitable. Il est question de capacité d'accueil. Il est question de capacité de système à recevoir des gens. J'ai hâte de voir ça va être quoi la réaction, mais au moins le gouvernement Legault reste ferme dans ces mesures-là. Puis c'est peut-être un bon point à l'approche des prochaines élections. Là. Ça, Florence, ça a été vraiment leur cheval de bataille. Ils se font tirer d'un côté par les libéraux qui disent « Ben là, ça n'a pas de bon sens, nanana, vos mesures là-dessus. » Le Parti québécois dit « Vous en faites pas assez, vous en faites pas assez, vous en faites pas assez. » Ils sont quand même en train de tirer leur épingle du jeu entre ces deux-là, je te dirais. Puis Québec demande aussi de resserrer à nouveau les contrôles aux frontières, comme ils l'ont fait récemment en imposant un visa aux visiteurs mexicains. Ce que la ministre demande, c'est de rehausser les exigences pour les visiteurs en provenance de l'Inde ou du Bangladesh, d'où proviendraient 46% des demandeurs d'asile. Donc, c'est ces deux pays-là qui constitueraient quand même presque la moitié des demandes d'asile. Donc, on demande ça aussi au gouvernement. Comme tu l'as dit, on va suivre ça, mais ça va vraiment être très, très intéressant de voir comment les différents gouvernements vont réagir, puis si le gouvernement fédéral va être content du plan qui est déposé. Ben oui, puis surtout de voir les demandes d'asile, là, si ça vient à 46% de l'Inde puis du Bangladesh. Là. Bangladesh, c'est une situation peut-être socio-économique, géopolitique qui est un peu plus difficile, mais je veux dire, de l'Inde, là, est-ce que y a-t-il une catastrophe gigantesque en Inde qui fait en sorte que les gens doivent venir demander l'asile au Canada, particulièrement? Je sais pas. C'est quoi les motifs de ce 46%-là parce que je répète, là, c'est pas de l'immigration normale. C'est des demandes d'asile. Pour faire une demande d'asile, il faut que tu dises « Je suis persécuté dans mon pays, je crains pour ma sécurité et ma santé, je m'en vais et vous devez accueillir-moi d'urgence, s'il vous plaît, je crains pour ma vie. » C'est quoi qui fait en sorte que tous ces gens-là craignent pour leur vie? Pour vrai, j'aimerais savoir. Parce que quand tu es un vrai demandeur d'asile, d'accord, évidemment, ça existe pour ça, ces ententes-là sur les tiers pays sûrs. C'est pour faire en sorte qu'on accueille des gens pour sauver du monde. Bref, c'est ça qu'on veut. On veut sauver des gens qui en ont besoin. Mais ces gens-là n'ont pas vraiment besoin d'être sauvés. C'est-tu vraiment une demande d'asile? C'est une bonne question. Tout savoir en 24 minutes. Déjà pour la deuxième fois cet été, le CIS de la Montérégie-Ouest a redécoupé son territoire ambulancier pour soulager ses hôpitaux qui sont débordés. Et dès mardi soir, pour une période indéterminée, mais les ambulanciers de Salaberry de Valleyfield vont devoir transporter les malades jusqu'à l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, qui est un trajet quand même de 30 à 50 minutes en raison du manque de personnel. Donc les malades de Salaberry de Valleyfield vont désormais être transportés en ambulance jusqu'à Châteauguay, plutôt qu'à leur propre hôpital. Puis souvent, on pense sur la carte, c'est pas super loin, mais en lien beaucoup avec la construction, puis tout ça, ça prend plus de temps. Puis c'est la même chose pour ce qui est de l'île Perrot, de Pincourt, de Terrasse-Vaudreuil, qui, eux, vont être amenés à Valleyfield. Donc, l'île Perrot, Pincourt, Terrasse-Vaudreuil, eux sont sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Pour l'instant, dans ce territoire-là, il n'y a pas d'hôpital. Elle est en construction, l'hôpital de Vaudreuil. Donc, ces gens-là, on va les transporter à Valleyfield, puis on transporte ceux de Valleyfield à Châteauguay. Pour les patients qui se rendent à l'urgence par eux-mêmes, les patients vont pouvoir choisir leur hôpital. Donc, c'est vraiment pour ce qui est des urgences en ambulance. Puis là, ça inquiète beaucoup les syndicats en ce moment qui sont sortis dans les médias disant ça va évidemment causer beaucoup de problèmes dans les services aux patients, les temps de réponse qui vont être plus longs. Ça peut prendre pour un appel entre 1h30 et 3 heures pour une ambulance, qui est complètement fou. On a vu les cas dans les dernières semaines, où il y avait un gros dossier du journal au printemps. Je vous invite à retourner le voir si ça vous intéresse. Sur les délais ambulanciers. Puis, il y a eu une fermeture de 23 lits d'hospitalisation en mai à l'hôpital du Suroît seulement. Puis là, il va y avoir 36 autres lits
qui vont être fermés. Puis ben, tout ça, ça a un lien avec quoi? Ben, ça a un lien avec, on essaie d'avoir le moins possible recours aux agences privées d'ici le 20 octobre. Ouais. Donc, quand on est en pénurie de personnel, ben, on doit fermer des lits. Ce qui fait qu'on doit tout repenser la façon d'agir. Puis la presse a obtenu une copie d'une lettre qu'a envoyée le chef des urgences du Surroi, le docteur Bernard Richard. Il l'a envoyé à la direction, le PDG du CIS de la Montérégie-Ouest, disant « Je comprends le désir du ministère de vouloir se libérer de la main-d'œuvre indépendante. Tout ça, je le comprends. Mais là, je le cite, mais est-ce que c'est nécessaire de faire payer autant la population de ces régions-là, puis de mettre en sérieux péril la pratique médicale du Surroi? » Je trouvais que c'était un point super intéressant parce que c'est vrai, on en a parlé dans un précédent épisode. On essaie de se débarrasser de cette main-d'œuvre indépendante-là, mais veut pas, il y a des conséquences sur les patients, puis on le voit actuellement dans des dossiers presque aux 2 jours là, dans les médias, puis ça va continuer. Malheureusement, on doit fermer des urgences, des lits un peu partout au Québec. Les délais ambulanciers, le dossier du journal l'avait vraiment illustré à quel point c'est un enjeu. Là. C'est grave. Quand tu dois attendre trop longtemps, quand tu dois, tu as une jambe cassée, on se comprend, là, c'est peut-être pas mortel, mais pour des personnes âgées, c'est longtemps. Il y a des gens qui font des chocs. Tu peux pas attendre. Quand tu appelles l'ambulance, c'est maintenant, tout de suite, urgemment, go. Pas dans 3 heures, pas dans 1 heure, maintenant. C'est censé être ça un service d'urgence. 3 heures. Ça, c'est pas le pire qu'on a vu dans les derniers mois. On peut plus appeler ça un service d'urgence, là, on t'appelle ça un service. Service de quoi? Je sais pas. Service qu'on pourrait de taxi le commander d'avance, comme un Uber. Mais rendu là, c'est 3 heures d'ambulance. Non, mais tu ris, mais c'est 3 heures d'ambulance. Florence, tu t'appelles un Uber. C'est fou, il faut que tu te rendes par toi-même aux urgences comme ça. Mais dans quel monde tu vis? Non, moi, je trouve ça vraiment, vraiment inquiétant. Puis c'est que c'est des trucs qui ont été répartis là, quasiment partout dans la carte. Là, on parle pas d'une région, là, par exemple, sur la Côte-Nord, où ils ont eu des gros problèmes avec leurs services hospitaliers, entre autres à cause de la pénurie de main-d'œuvre, du manque de médecins, du manque de personnel. Là, on est dans la région du Grand Montréal. Là. Châteauguay, Salisbury, Valleyfield, on est à côté. Là. Pourtant, on est dans l'ouest de l'île. Montérégie, ouest de l'île, on n'est pas capable, aussi proche de Montréal que ça, d'avoir toutes nos places, tous nos lits. Moi, je trouve ça ahurissant. Puis ça témoigne à quel point les besoins sont tellement criants que même dans les grands centres, on n'est pas capable de maintenir des urgences ouvertes, des services pour les ambulances comme ça qui viennent. Là, c'est plate parce qu'on l'annonce aujourd'hui, puis tout le monde va dire, ben oui, c'est plate, hein, vous savez, avec les pénuries qu'on a. Puis c'est vrai qu'il n'y a comme pas de solution facile. Mais maintenant, Flo, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver un délai ambulancier, puis quelqu'un va mourir. Ça va être trop long de transporter cette personne à l'hôpital, puis quelqu'un va mourir. Mais il y en a eu un au printemps. Mais on dirait que vu que c'était en région, si je me trompe pas, c'est dans une région encore plus éloignée que l'Abitibi, à Sainte-Terre, si je me trompe pas. À Sainte-Terre, c'est loin, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, je pense qu'on réussissait peut-être à l'excuser à cause de ça, disant que c'est une région éloignée, très, très éloignée. Mais tu as raison, là, en ce moment, on déplace les gens de Vaudreuil à Valleyfield. On déplace les patients de Valleyfield à Châteauguay. T'es à Vaudreuil. T'habites à côté de Montréal, là. T'es en plein quartier urbain, là. Vaudreuil. T'es dans la ville, là. T'appelles une ambulance. Ça prend des heures. Puis ton proche meurt à Vaudreuil parce que ça a pris trop de temps. Je veux pas être alarmiste, là, mais je dis que c'est un scénario qui pourrait arriver avec un délai comme ça. Là. Ça pourrait vraiment arriver. Puis quand ça va arriver, là, ça va encore une fois hurler, ça va crier, ça va dire ça n'a pas de bon sens, les urgences ici et ça. Là, on va ajouter des trucs un peu partout, par-ci, par-ça, à coup de patch, parce que c'est ça qu'on fait dans nos systèmes, on patch. Hein? Ça qu'on fait avec nos routes, c'est ça qu'on fait avec nos grands systèmes au Québec. On patch. On va mettre un beau collant dessus, puis on va attendre que ça rebrise plus tard. C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais d'ici là, je te le dis, Flo, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer jusqu'à ce qu'il y ait l'accident puis l'irréparable qui se produise. Puis je trouve ça dommage parce qu'on fait constamment ça dans nos systèmes. On attend qu'un incident grave se produise. Là, on fait des changements. Avant, pas nécessaire. Tout savoir en 24 minutes. Évidemment, ce qui continue à retenir l'attention, c'est les conséquences de la tempête Déby un peu partout au Québec. D'ailleurs, il y a un dossier dans le Journal de Montréal qui parle là, des primes d'assurance habitation qui pourraient augmenter de 25 % en raison des importantes réclamations qui sont faites un peu partout dans la province en lien avec les inondations. Et les ministres caquets se sont défendus mercredi en point de presse d'avoir attendu 5 jours après le passage de la tempête pour faire le point officiel sur le terrain. Le premier ministre François Legault devrait se rendre aujourd'hui, le 15 août,
à Louisville pour constater les dégâts. Et hier, c'est le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et sa collègue, ministre responsable de la Naudière, Caroline Proulx, qui sont sortis, se sont rendus aussi sur le terrain à Sainte-Julienne pour rencontrer les maires des régions. Après, pour répondre, se sont aussi arrêtés pour répondre à quelques questions des journalistes. Puis contrairement à la mairesse Valérie Plante, la veille, donc mercredi, le ministre de la Sécurité publique puis sa collègue se sont pas excusés d'avoir tardé à constater les dégâts laissés par les pluies. Ils ont même contredit certains propos des journalistes défendant que c'était seulement le mercredi, quelques jours après, qu'ils sont venus officiellement répondre dans un point de presse. On peut écouter un extrait de leur conférence d'hier. Je peux me permettre, François, tant Mme Lebel là, que je voyais, parce que les régions de la Naudière et de la Mauricie, et d'ailleurs, je veux offrir mes sympathies à l'octogénaire qui, malheureusement, est décédé là, du côté de la Mauricie. Mais Mme Lebel était carrément sur le terrain avec les maires et les préfets. On a fait la même chose du côté de la Naudière ici. Dès vendredi soir, avec la préfète Mme Perrault, là, on était en communication et avec les équipes de François et toute la députation de la Naudière. Là. C'est pas parce qu'on n'a pas des images en continu sur nos réseaux sociaux qu'on n'a pas les deux pieds sur le terrain. 2 points que je veux amener en lien avec ça, parce que là, les journalistes leur ont demandé comment ça fait plus de 5 jours. Là, on vous entend officiellement. Il y a un point que je veux rappeler. En début d'année, le premier ministre avait donné pour mot d'ordre à son caucus d'éviter les distractions pendant la prochaine session parlementaire. Je pense ce qui s'est traduit par une présence médiatique moins soutenue. On l'a vu justement dans les derniers mois où là, il y a eu un événement historique. Les ministres est-ce qu'ils ont tardé à répondre? Parce que c'est vrai que sur leurs réseaux sociaux, ils ont fait une certaine présence, mais quand même, c'est un événement historique qui s'est passé, donc ça laisse beaucoup de questions dans l'air. Puis un peu plus tôt, là, vous ne l'avez pas entendu, mais dans cette conférence-là, François Bonnardel a fait une comparaison disant on est toujours là sur le terrain, comme l'année passée à Baie-Saint-Paul, quand il y a eu le glissement de terrain, les inondations historiques pour cette région-là seulement. On était là, quoi que ce soit, on a gardé le même plan d'action. Mais moi, je suis retournée voir à ce moment-là, puis ça avait seulement pris 2 jours au premier ministre pour se rendre sur place à Baie-Saint-Paul en 2023 pour constater les dégâts. Là, ça fait plus de 5 jours. C'est des inondations historiques. Ben, en fait, pas inondations, mais nombre de pluies qui est tombé sur les régions, c'est historique. Puis là, ça fait plus de 5 jours. Puis là, c'est aujourd'hui que le premier ministre se rend sur place. Hier, qu'il y a eu une conférence de presse. Donc là, ça laisse beaucoup de questions dans l'air à savoir pourquoi nos figures, tu sais, comme là, je pense à Valérie Plante ou notre premier ministre, ont pris autant de temps à seulement aller sur le terrain, puis du moins le montrer qui était là. Ben ça, c'est sacrant, je pense, pour des politiciens en plus qui ont vécu peut-être d'autres époques de politique, de maintenant devoir constamment s'afficher ses réseaux sociaux là, pour tout. Il y a des moments où les gens, là, tu vas publier sur, tu sais, je veux dire, il y en a des ministres, puis il y en a des politiciens puis politiciennes qui sont super actifs sur ces réseaux sociaux, puis même au niveau personnel, là. Je veux dire, Instagram, Sonia Lebel, c'est une des dames les plus drôles que vous pouvez suivre. C'est ce que Mme Caroline Proulx a mentionné, disant Sonia Lebel l'a mis sur ses réseaux sociaux qui étaient sur le terrain, mais Sonia Lebel, c'est Sonia Lebel. Tu sais, c'est ça le truc, c'est Sonia Lebel, si elle décide de le faire, tant mieux pour elle, puis je le dis, là, elle est super drôle comme dame à suivre. Vraiment. C'est une politicienne d'exception aussi, Mme Lebel. Être intéressante, être drôle. Si vous voulez la suivre, ces réseaux sociaux, vous pouvez. Mais c'est pas tous les ministres, puis c'est pas tous les politiciens qui font ça. Puis faut pas s'attendre à ce que ce soit tous les ministres, puis tous les politiciens qui fassent ça aussi. Parce que là, après ça, c'est toujours comme 2 poids 2 mesures. T'es un politicien, tu te mets trop ces réseaux sociaux, il y a des gens qui vont chialer. Arrête d'être sur les réseaux sociaux, puis va t'en faire du travail, toi. C'est pas une blague, là. Je veux dire, François Legault fait des sorties en parlant de ses livres québécois préférés, puis de sa lecture des derniers temps. Puis qu'est-ce qui arrivait? Tous les commentaires en dessous. Comment ça, il prend le temps de lire? Lui, il est pas capable de gérer la province. Il préfère lire des romans chez eux, le maudit flambeau. C'est pas une joke. C'est ça qu'on voit dans les commentaires. Fait après ça, puis là, tu peux pas trop te mettre sur les réseaux sociaux. Mais si tu te mets pas assez vite sur les réseaux sociaux dans certaines situations, si t'es pas assez... J'étais là, j'ai pris des photos, comme un hypocrite, franchement, là, tu fais dans ce temps-là, là. Ben là, tu te fais chicaner parce que t'as pas pris de photos sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour vrai, c'est un cas de damn if you do, damn if you don't. Il n'y a pas d'issue. Hein. Pris entre l'arbre et l'écorce. Puis honnêtement, dans ce cas-ci, je plains les politiciens. Là. Pour de vrai, j'ai dit que Mme Plante, ça avait été un peu long avant qu'elle se montre. Encore une fois, un service municipal, c'est un gouvernement de proximité. C'est pas la même chose que dans le Québec au grand complet. Les municipalités touchées, il y en avait partout. Je suis content de voir que François Legault y va. C'est tant mieux. Que M. Bonnardel est là, c'est tant mieux. Ils n'ont pas arrêté de travailler en coulisses depuis ce temps-là. Non, puis en fin de semaine, François Bonnardel, il faut dire, il était très actif dans les médias. Il a donné beaucoup d'entrevues. Mais c'est comme tu le dis, c'est une zone grise parce que
est-ce qu'une publication Instagram remplace une bonne vieille conférence de presse où on fait le point aussi pour tous les gens qui n'ont pas leurs réseaux sociaux? Voilà. En même temps, on n'est pas dans leurs souliers en fin de semaine. Peut-être que M. Bonnardel, lui, avait l'ordre ou quoi que ce soit de ne pas faire tout de suite un point de presse. Donc là, dans ce temps-là, je fais pas un point de presse tout de suite. J'attends, donc je mets une petite photo Twitter pour montrer que je suis sur le terrain. C'est une très grande zone grise, tu as raison, parce que même moi, je suis perdue. Oui, puis je suis plus sévère que les municipalités, les maires, les mairesses. Je suis désolé, mais c'est ça, un gouvernement de proximité. Qu'il arrive quelque chose dans votre ville, c'est juste votre ville que vous avez à couvrir. Vous y allez. Qu'elle soit aussi grande que Montréal, ça m'importe pas. Vous y allez, vous agissez, vous montrez. Les gens sont censés pouvoir se baser sur le gouvernement de proximité. Pour ce qui est des élus de la province, là, on se comprend. Pas parce que t'es pas sur Instagram que t'es pas en train de travailler. On en demande beaucoup de nos politiciens, je trouve, en 2024. Florence, un gros merci. Merci.